Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'analyse du chapitre 1058. Après une première vidéo sur les primes des Mugiwara que vous pourrez retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran ou en barre d'infos, on revient enfin au centre du chapitre pour retrouver l'alliance la plus folle de l'histoire. Crocodile, Mihawk et Baggy. Ces ex-Shichibukai ont décidé de mener front face à la marine et de fonder leur propre organisation, la Cross Guild. Une alliance qui pourrait bouleverser le monde et créer le plus puissant équipage que les mers aient connu. Car si ce trio venait à rassembler dans leur confrérie tous les ex-Shichibukai, alors le jeu serait renversé et les cartes complètement redistribuées. C'est donc aujourd'hui que je vais vous présenter cette théorie qui pourrait voir naître l'équipage le plus fou des mers. Après les Rocks de l'ère de Goldie Roger, voici la guilde des grands corsaires. Donc comme toujours, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager si elle vous hype, mais surtout à vous abonner car c'est gratuit et parce qu'il manque moins de 2000 Nakama pour former la grande flotte des 90 000 Mugi Nina. Ouais, j'ai inventé ce mot sur le tas. Bref, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien et partons en quête des mystères de chapitre. Nous voici plongés au cœur des révélations sur l'obscure confrérie que le gouvernement était bien loin d'imaginer. La vérité éclate au sujet de l'origine de Cross Guild. Le clown n'était pas l'investigateur de cette confrérie, mais bien Crocodile et Mihawk. S'il a été désigné comme tel, c'est uniquement à cause d'un malentendu provoqué par son équipage qui a publié des flyers le mettant en avant, laissant croire à la marine qu'il en était la tête pensante. Toute cette confusion dans leur esprit les a menés à croire que Baggy était le cerveau derrière l'évasion massive Temple Down, qu'il avait un lien fraternel avec l'empereur Shanks, tous deux ex-membres de l'équipage du roi des pirates. Et désormais que grâce au charisme de ce clown, Crocodile est venu l'aider et l'a mis Louis et Mihawk sous son autorité. Baggy est donc considéré comme extrêmement dangereux et est tenu comme chef du mouvement de la chasse aux marines. La réalité est bien évidemment tout autre. Baggy est au bas de ses deux ex-Shichibukai et a une immense dette envers Crocodile qui lui a prêté une grosse somme d'argent pour construire Baggy Deliveries. Ainsi, son titre d'empereur n'est qu'une usurpation. Sommes-nous réellement surpris? Je crois bien que non. Mais il faut bien admettre que Baggy est sincèrement le plus grand mastermind de ce jeu et qu'il dépasse de très loin Usopp. Cette partie du chapitre m'a donc fait beaucoup rire et je n'en attendais pas moins de notre clown aux 1000 pièces. Mais même si tout ceci est très drôle, il n'en reste pas moins que cette alliance est terriblement badass et pourrait avoir un grand rôle pour la suite des événements. Car les primes ont été données et ce trio pèse désormais 8 744 millions de berries, soit précisément à peine 72 millions et 1000 berries de moins que nos Mugiwara. Ces trois mecs pèsent donc autant que 11 membres de l'équipage au chapeau de paille. La Cross Guild est surréaliste, c'est un truc de malade. Baggy a aujourd'hui dépassé grâce à un immense troll la prime de Luffy puisqu'il a obtenu la modique somme de 3 189 millions de berries. Les deux derniers chiffres de sa prime, 8 et 9, sont d'ailleurs en Goro Awase la traduction de son nom, Baggy. Ici, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que plus on avance, plus je me dis que le titre de roi des pirates de Luffy pourrait tout à fait lui revenir sans qu'il le veuille. La seconde prime qu'on va étudier est celle de Crocodile, car elle est tout bonnement monstrueuse. 1 965 millions de berries qui symbolise en Goro Awase son épithète Croco. Concernant son montant, il a tout simplement explosé mon petit Zoro avec tout ce qu'il a fait sur Wano, c'est juste dingue. Il a dépassé donc Katakuri, Marco et même King, le second de l'équipage de l'homme, qui avait la plus grosse prime active. Même Luffy, en ayant défié le territoire de la Yonko Big Mom et en ayant vaincu Katakuri, n'avait même pas une prime pareille. L'ascension de Crocodile est tout bonnement incroyable, j'ai juste pas les mots et je sais même pas si je vais réussir à parvenir à vous l'expliquer. Car il faut réaliser une chose, c'est que Crocodile a été le tout premier véritable adversaire de Luffy sur Grand Line et pourtant a été vaincu sans haki et sans même un gear. Je pense donc que ça a été une vraie erreur d'Oda de l'avoir introduit si tôt au vu de son charisme et surtout de son fruit du démon ultra puissant et a donc subi la loi du shonen. Il n'empêche qu'Oda l'a décidé ainsi et qu'il faut à présent y prendre en compte. Le voir avec une prime aussi grosse est donc difficile à expliquer. Cependant, on peut tout de même trouver quelques indices qui justifieraient une partie de cette ascension fulgurante. La première, c'est que le gouvernement mondial ignorait que Crocodile était le chef du
par Hogwarts. Dès lors, sa prime aurait dû d'ores et déjà doubler à l'époque et s'élever à 162 millions de berries. La seconde est qu'il s'est échappé tout comme Jinbei Jimpledown, cette prison dont seul Shiki et Morley avaient réussi l'exploit de s'évader. Il a mené cette guerre au sommet contre la marine alors qu'il était censé être l'un des 7 Shichibukai. Dès lors, après ces événements, il y a eu l'ellipse des 2 ans et nous ignorons tout des actions du grand corsaire. Si ce n'est que 3 semaines après la Grande Guerre, il était décidé à partir d'un nouveau monde pour mettre la main sur le One Piece. Peut-être alors aurait-il une carte secrète à nous révéler. Réussir déjà à convaincre Mihawk, ce cavalier solitaire, à faire une alliance tire de l'exploit. Et tout ceci en lui disant uniquement qu'ils ont un point commun, celui de ne pas faire confiance aux autres. Ce rapport avec la confiance a d'ailleurs toujours été obsessionnel chez Crocodile. À Alabasta, il disait à Nico Robin qu'il n'avait jamais eu confiance en personne, ou encore à Luffy, à qui il expliquait que la confiance était la chose la plus inutile du monde. Ce sujet pourrait donc être la clé du passé du roi du désert. Ce secret que semble d'ailleurs connaître Ivankov et qui pourrait également expliquer les raisons qui poussaient Crocodile à vouloir la tête de Barbe Blanche. C'est pourquoi cette alliance pourrait permettre d'en savoir plus sur le passé de notre ancien corsaire. Ce qui nous amène au plus charismatique membre de Cross Guild, Dracul Mihawk. A contrario de son disciple Roronoa Zoro qui était chasseur de primes, lui fut surnommé le chasseur de marine. Un surnom très intéressant puisqu'il pourrait nous apprendre plus sur le passé d'Œil de Faucon. A-t-il subi ou vu une injustice provenant de cette instance pour se mettre à ne pas attaquer des pirates, mais bien l'institution gardienne du peuple? Et si tel est le cas, alors a-t-il engagé un combat face à Garp ou encore Sengoku par le passé? Cette petite information est donc déjà terriblement hypante, mais c'est la suite qui va l'être d'autant plus, car après plus de 24 ans d'attente, sa prime est enfin dévoilée et s'élève à 3 590 millions de berries. Il fallait donc bien ça pour le plus grand épéiste au monde. En Goro Awase, 59 se traduit Taka, soit faucon, qui le relie à son épithète œil de faucon. Dans une traduction moins conventionnelle, on peut essayer de rapprocher le chiffre 359 à Mikokyu, soit donc Mihawk, et celui du 590 à sa lame, le Kokuto Yoru. Il possède une prime néanmoins inférieure à celle de son plus grand rival Shanks de 458 millions et 900 000 berries, mais a été désigné tout de même comme l'homme qui se situe au sommet du maniement du sabre de ce monde. En même temps, j'ai envie de dire encore heureux, il est numéro 1 des épéistes et faut pas oublier que le roi a tout de même un bras en moins et que son atout est véritablement le haki des rois. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est la raison pour laquelle il a décidé de rejoindre cette alliance. Lui qui pourtant n'a jusque-là jamais eu d'équipage avait toujours refusé le titre d'empereur puisqu'il voulait justement vivre en paix. Il se retrouve pourtant aujourd'hui aux côtés de Crocodile et Baggy. Et c'est ça qui va nous mener à la partie théorie de cette vidéo avec l'intérêt qu'aura cet équipage dans la suite de l'histoire, la formation d'un équipage composé des Shichibukai. La Cross Guild en compte déjà 3. Reste Boa Hancock dont Oda avait annoncé durant la Jump Festa qu'elle serait avec Sabo et Vivi dans une situation délicate nous menant au dernier moment de l'histoire. Weber, quant à lui, souhaitait prendre sa vengeance sur Barbe Noire. Un désir également partagé par Moria, qui souhaitait venger la mort de son ancien compagnon, Absalom. Sans compter la petite Perona, qui a quitté Mihawk pour rejoindre son ancien capitaine. Mais surtout, le GOAT, le boss, que dis-je, le dieu céleste Doflamingo, qui est toujours enfermé au sous-sol Dimpledown. Il avait par ailleurs proposé un partenariat à Crocodile, qui lui le menaçait de le tuer pour s'être immiscé dans ses affaires. Imaginez alors 2 secondes si tous ces ex-Shichibukai et Perona se rassemblaient dans la Cross Guild. D'autant que parmi eux, 2 personnes ont pour rêve de devenir roi des pirates, Crocodile et Doflamingo. Quant à Baggy, il souhaite obtenir tous les trésors du monde, ce qui comprend le One Piece. Alors imaginez la dinguerie que ce serait de voir que l'objectif de cet équipage serait de rejoindre Laftel, et donc de concurrencer directement celui des Mugiwara, et par la même occasion Barbe Noire. D'autant que cette théorie n'est pas si folle à cause d'un seul détail extrêmement important, la réalisation des rêves de chaque Mugiwara. Il y a bien longtemps, je me suis demandé comment les chapeaux de paille réussiraient à tous réaliser leurs rêves sur la dernière île. Quand j'ai étudié ça, j'ai réalisé que chacun d'eux le pouvait, à l'exception d'une personne, Zoro. Car pour réaliser son rêve sur Laftel, il faudra que Mihawk s'y trouve et se devra de le vaincre pour ainsi devenir officiellement le plus grand épéiste du monde. C'est pourquoi imaginer la Cross Guild atteindre cette île au même moment que les Mugiwara
serait assez fou, et ainsi pourrait mener aux portes de cette île au grand combat que nous attendons tous, Mihawk versus Zoro. Mais pour ça, il leur faudra déjà récupérer les autres Shichibukai et également mettre la main sur les rods poneglyphes, dont l'un d'eux se trouve justement à Wano, un pays très intéressant pour notre trio qui se relie à chacun d'eux. Crocodile est celui qui a introduit l'existence de l'arme antique Pluton qui, comme on le sait aujourd'hui, se trouve à Wano. Mihawk est considéré comme le plus grand épéiste au monde et quel meilleur pays que celui des samouraïs pour connaître une partie de son passé. Enfin, Buggy était grandement attaché à Oden Kozuki et chaque personnage vu à travers son flashback sont revenus durant l'arc Wano, Izo, Marco ou encore Shanks. C'est pourquoi voir Mihawk, Crocodile et Buggy rejoindre cette île dans le futur serait assez fou. Par ailleurs, Oda avait illustré ses personnages au pays d'Ewa dans un color spread. On y retrouve Crocodile, Buggy, Daz, Mr. Tree, accompagné d'Ivankov. Sachant que dans ce chapitre les révolutionnaires sont à l'honneur, allons-nous voir une interaction de ces deux organisations. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis impatiente de connaître les prochaines décisions de la Cross Guild, et que c'est l'une des alliances les plus drôles, mais surtout l'une des plus badass qu'Oda a créées. Imaginer que cet équipage pourrait s'agrandir en comptant pour membres les ex-Shichibukai m'a donné le même sentiment que celui formé par les Rocks. Cet équipage qui comptait justement Bakin, la mère de Weibel, mais surtout le Captain Jaune, ce pirate dont Buggy recherche activement le trésor. C'est pourquoi avec l'idée de cette théorie, j'ai sincèrement hâte de connaître la suite des événements. Et j'espère que vous avez autant été hype que moi. On arrive enfin aux toutes dernières pages de ce chapitre avec les révélations qui célèbrent le fait que Sabo aille bien et le retour de leur ancien Nakama Kuma. Karazu et Morley avaient donc quitté Sabo lorsque le présumé meurtre de Cobra se serait produit, mais aucun d'eux ne doute de l'innocence de leur commandant. Ce qui indique que ces deux-là n'ont pas utilisé leur fruit du démon pour aider Sabo à cacher Vivi dans les souterrains ou s'envoler à l'aide des oiseaux de Karazu comme j'aurais pu le penser. Ce qui veut dire que Sabo a agi seul ou que mon autre hypothèse concernant l'aide de Bonnie n'est pas si mauvaise. Elle aurait pu donc le transformer grâce à son fruit en le rajeunissant ou le vieillissant pour quitter le château en toute sécurité. Puisque Morley et Karazu ont réussi à quitter le conflit qui les opposait à Ryokugyu et Fujitora tout en ramenant Kuma au QG. Bonnie, qui était à la rêverie justement pour Kuma, a forcément dû intervenir à un moment ou à un autre. Mais c'est la réaction de Dragon qui en dit long sur ce qui a pu se produire. Car il atteste que même s'il est rassuré que Sabo aille bien, il n'en reste pas moins que s'il est véritablement l'assassin du roi d'Alabasta, il ne lui pardonnera jamais, et ce, peu importe les raisons. Cette phrase démontre bien que les révolutionnaires ne sont pas des anarchistes dotés d'une haine envers ceux qui ont le pouvoir, mais bien envers ceux qui utilisent ce pouvoir à mauvais escient. Puisque même si la famille Nefertari était autrefois membre des 20 royaumes, et par conséquent des dragons célestes, il n'en reste pas moins que Cobra est un bon roi. Et c'est pourquoi, même si la cible de Dragon sont les Tenryubito, il fait une distinction très importante. Le tout est à présent de savoir quel lien possède-t-il avec le roi d'Alabasta. Se sont-ils déjà rencontrés par le passé? Ou plus fou encore, Cobra donnerait-il des informations cachées à Dragon depuis tout ce temps? Lui qui préside à la rêverie et qui souhaite que la monarchie du Gorosei se révèle au grand jour. Cette partie du chapitre est donc très intéressante et va nous mener sur une autre qui l'est tout autant. Les retrouvailles difficiles entre Kuma et Dragon. Le chef des révolutionnaires tente de savoir si Kuma a pu enregistrer ou voir quelque chose durant cet événement. Malheureusement, son ami n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. Son corps est ici, mais son esprit a disparu. Il n'est plus qu'une machine répondant qu'il est à son service. Ce passage est extrêmement important et peut amener à faire beaucoup de théories. Malheureusement, la vidéo est déjà beaucoup trop longue pour me lancer là-dedans. Je vous renvoie donc à la vidéo de Goji, avec qui je partage totalement l'idée du plan secret entre Vegapunk et Dragon concernant Kuma. Je vous laisse alors le lien qui s'affiche normalement en haut de votre écran. Enfin, on va conclure sur la toute dernière case de chapitre. Une voix retentit dans le Dendenmuchi des révolutionnaires. Et cette voix n'est autre que celle de Sabo. Alors, allons découvrir la vérité dans le prochain chapitre. Là est toute la question. Cette scène de conclusion est très intrigante pour deux choses. Dans ces premières cases, Oda cache la manière dont les révolutionnaires ont appris que l'empereur des flammes va bien, puisque peu de temps après, Sabo les appelle et Koala semble choqué, ce qui atteste que c'est leur première conversation depuis cet événement. Ont-ils donc eu des nouvelles à travers le journal de Morgane, ou s'agit-il d'autre chose, comme une personne extérieure qui les aurait informés? On voit d'ailleurs une silhouette avec des sortes d'ailes noires qui se tient à la table et dont
j'ignore l'identité. J'avoue que j'ai pas vraiment bien compris cette scène. La suivante concerne justement ce fameux coup de fil. Deux détails peuvent suggérer qu'il n'est pas sûr qu'il s'agisse bien de Sabo. Généralement, chaque communication des révolutionnaires se fait à travers un Dendenmuchi blanc, permettant ainsi de crypter leur conversation. Or ici, Sabo ne semble pas en avoir un, puisque la marine parvient à intercepter son appel. Alors si ce n'est pas lui, qui ça peut bien être? Si on revient un peu en arrière, lorsque l'annonce du meurtre de Cobra par Sabo fut annoncée, Barbe Noire voulut mettre les voiles pour s'emparer d'une chose qu'il ne voulait pas laisser à la marine. Dans ce cas de figure, il n'est donc pas impossible que derrière la voix de l'Empereur des Flammes se cache celle de Katarina Devon, puisque comme on le sait, son fruit du démon lui permet de prendre l'apparence de n'importe qui. En bref, dès lors où Oda a introduit les faux semblants dans son œuvre avec la capacité de prendre l'apparence d'un tel ou un tel avec un fruit du démon, il devient très dur de s'assurer qu'un personnage est bien celui qu'on croit. D'autant que, contrairement aux Sword, qui avaient des noms de code à se donner lorsqu'ils communiquaient entre eux pour s'assurer de leur identité, ici les révolutionnaires sont beaucoup moins malins. Ils se donnent directement leur nom, ce qui permet pas de vérifier ce détail. En bref, cette dernière partie est une véritable énigme que j'ai sincèrement hâte de découvrir. Donc si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à les donner en commentaire, et nous on va se laisser sur ça. Cette partie du chapitre a été véritablement dédiée aux Shishibukai. Oda les a introduits subtilement, puisqu'après le retour de Crocodile et Mihawk aux côtés de Baggy, nous revoyons ici Jinbei qui intègre les Mugiwara, tandis que Kuma retourne chez les révolutionnaires. Les prochains chapitres risquent donc probablement de révéler le sort des Shishibukai restants, ce qui comprend donc Boa Hancock, Weble, Moria, mais surtout le goth Doflamingo. Sans compter les révolutionnaires qui risquent de passer à l'action pour défaire les dragons célestes et sauver leur Nakama. Gardez également à l'esprit qu'à présent que Luffy et son équipage ont quitté Wano et découvert l'emplacement de Pluton, il reste une seule arme antique encore à trouver, Uranus. Comme je l'ai dit dans mes précédentes théories, pour moi cette arme est associée à Dragon et au roi des cieux, le dragon. Sachant que Vegapunk n'est pas encore apparu et qu'il était fanatique de cet animal, il n'est pas impossible que finalement nous ne découvrions pas cette arme grâce aux Mugiwara, mais bien grâce aux révolutionnaires. Les prochains chapitres pourraient alors être déterminants et nous dévoiler les secrets entourant cette arme qui reste jusque-là un véritable mystère. On en a donc fini avec ce chapitre. C'était une review extrêmement longue, mais il fallait bien ça pour un chapitre comme celui-là. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas retrouvé une ambiance aussi drôle et amusante dans les chapitres, et franchement ça fait du bien. Donc si vous avez kiffé, comme toujours, n'oubliez pas le petit like, mais surtout le petit cœur en commentaire. Regardez comment c'est beau de voir ça. On se dit donc à dans quelques semaines, puisque la prochaine vidéo sera celle d'une théorie des nerfs. Je suis en plein montage, donc encore un tout petit peu de patience, mais vous serez pas déçus, promis. Je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end, et bien sûr comme toujours, prenez bien soin de vous.